Le coup de marteau. Le coup de marteau d'Éric Denessé, je le disais également, directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement. Bonjour Éric Denessé. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je l'ai dit, on va revenir notamment sur ce qui s'est dit pendant ce G7. On en a parlé un petit peu, mais on est resté focalisé sur la Chine. Et il y a eu d'autres bilans de cet échange et du sommet du G7. Oui, vous avez raison. Alors, sans même évoquer le soi-disant sommet de paix qui s'est tenu en Suisse ce week-end et qui n'a été qu'une vaste mascarade en raison de l'absence de la Chine et de la Russie, il y a des éléments qui sont moins connus sur ce qui s'est passé au sommet du G7, notamment que les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés ont décidé de voter de nouveau 50 milliards de dollars de financement supplémentaires à l'Ukraine. Et d'ailleurs, cette somme provenant essentiellement des actifs russes qui ont été immobilisés et qui n'ont pas encore été volés au sens propre du terme. Et puis, en parallèle, il faut rappeler que l'administration Biden a signé un nouvel accord de sécurité bilatérale avec l'Ukraine, accord qui est destiné à durer au-delà de la guerre. Donc, ça veut dire que la politique américaine comment dire, de poursuite de provocation vis-à-vis de la Russie s'ancre de manière très marquée. Alors, deux autres éléments toujours sur le plan des organisations internationales qu'il faut relever. Tout d'abord, c'est que le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a déclaré à l'occasion d'une réunion des ministres de la Défense qui avait lieu à Bruxelles, qu'il devait s'assurer que l'Ukraine gagne, mais que c'était en même temps un préalable à son adhésion à l'OTAN. Donc, on y met des conditions, mais en parallèle, les pays membres, les 27 États membres de l'Union européenne, ont donné leur accord pour ouvrir des nouvelles négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, mais aussi celle de la Moldavie. C'est quelque chose de très préoccupant parce que ça Oui. va ancrer l'Union européenne beaucoup plus à l'est, avec des États qui sont extrêmement anti-russes, avec des États qui sont ou minuscules comme les pays baltes et la Moldavie, ou des États faillis. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas positif pour l'Union. Oui, Et puis puis enfin, on est très loin de l'accord de Minsk également et de ce qu'avait voilà. réclamé la Russie depuis longtemps. Et puis, élément qui n'a pas été assez rappelé, c'est que les Américains ont levé l'embargo visant la brigade Azov, donc les néo-nazis ukrainiens, et Washington ne les considère plus comme une organisation terroriste et a finalement décidé de leur rétablir une aide financière et militaire. Ah oui, ça c'est important à noter également. Vous dites aussi, que les contradictions continuent, toujours dans cet, état d'esprit de la guerre, donc un pas dans un sens, un pas dans l'autre. Oui, tous ces fantasmes, ces contradictions et ces mensonges ne reculent pas. On a entendu Pistorius, le ministre allemand de la Défense, il y a quelques jours: nous devons être prêts pour une guerre en 2029. Alors on se demande d'où il sort ces informations, Oui. surtout quand on voit la faible progression des forces russes sur le front ukrainien. Côté américain, même style de contradiction. Les premières frappes ont été menées sur le territoire russe. C'est Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, qui l'a annoncé, en disant que le président l'avait autorisé. Anthony Blinken l'avait déjà annoncé fin mai. Et puis finalement, on voit que Biden, quelques jours après, dire que les armes ne serviront pas à frapper Moscou. Il a annoncé ça le 6 juin, Mmh. mais seulement à frapper un petit peu à l'intérieur du territoire russe, d'où pourraient partir les missiles. Donc on voit bien qu'il n'y a toujours pas de pilote dans l'avion côté Washington, et que les différents groupes d'influence entre la CIA, le Pentagone, la Oui. Maison-Blanche, le Conseil de sécurité ne sont pas d'accord sur. Oui, et alors est-ce qu'on pourrait s'arrêter là-dessus, finalement, Éric Denessé, on le dit, là, on a, 2 informations différentes qui sont quand même cruciales, hein. C'est pour savoir si finalement il y a une co-belligérance ou pas américaine, là, puisqu'on parle de l'Amérique. Donc des frappes américaines qui auraient été menées sur le territoire russe, ça c'est ce qu'explique, Jake Sullivan notamment, et puis de l'autre côté, Joe Biden qui dit: «Non mais on va pas envoyer d'armes américaines, frapper Moscou». Donc ça, est-ce que vous l'avez commencé à le dire, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point ça montre aussi une guerre intestine ou une guerre interne au sein est-ce qu'il y a pas une guerre dans même ce qu'on appelle l'État profond américain? Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu tout ça? Oui, alors je ne pense pas qu'on puisse parler de guerre. Je crois qu'il faut parler de Oui, divergence en interne. Biden a très peur de la guerre nucléaire. Alors, quand on dit Biden, c'est toujours difficile vu l'état d'alerte intellectuelle du président américain. On sait très bien que les néoconservateurs, dont Blinken et Sullivan sont les têtes de liste, poussent au maximum à la poursuite du conflit jusqu'aux élections pour ne pas perdre la face. On sait que le Pentagone est, lui, beaucoup plus réservé.
et que la CIA hésite un petit peu entre les deux sur les sujets. Ce qui est paradoxal, c'est que les Américains ont donné donc des attaques MS qui tirent à 300 km en expliquant pendant longtemps aux Ukrainiens qu'ils ne devaient pas tirer au-delà de 160 km. Aujourd'hui, on leur a dit successivement qu'ils pouvaient frapper le territoire russe. Et puis Biden revient en disant, mais pas le Kremlin, pas les villes, pas les cibles civiles, uniquement Mmh. les sites de lancement. Tout ça est extrêmement flou et je dirais, il faut rappeler que les Ukrainiens tirent parti de ce flou finalement pour faire ce qu'ils veulent. Alors intéressant aussi, vous soulignez que les Ukrainiens, on parlait d'Azov tout à l'heure, mais d'autres brigades, d'autres commandos, se retrouvent un petit peu partout dans différents fronts et pas seulement sur le front, ukraino-russe. Oui, absolument. On a évoqué il y a une quinzaine de jours la présence des forces spéciales ukrainiennes en Afrique pour venir contrecarrer les avancées de Wagner. Et on apprend cette semaine qu'un autre commando ukrainien qu'on appelle Kimik est présent en Syrie où il essaie de s'en prendre lui aussi aux intérêts russes. Et pour Kiev, cette stratégie consiste finalement à contrecarrer les plans de la Russie un peu partout dans le monde, ce qui est totalement stupide vu l'état de l'armée ukrainienne face à l'offensive russe. C'est tout à fait contre-productif d'envoyer des unités de bon niveau à la fois en Afrique et en Syrie pour essayer de contrer Moscou. Mais ça montre aussi l'absence de stratégie qui domine à Kiev. Mais à ce moment-là, ce commando ukrainien, quand il se met à côté des rebelles, les rebelles, est-ce qu'ils sont, alors on sait qu'on a des problèmes avec nos catégories, parfois les mêmes qui sont terroristes sur un front, ne le sont pas sur un autre front. Mais là, ces rebelles-là sont-ils considérés comme des terroristes par l'Occident? Alors, je vous avoue qu'on a peu d'éléments dessus. On ne sait pas encore quelles sont les actions qui ont été menées par ce commando chimique et aux côtés de quel type je dirais, de groupe armé opposé aux pouvoirs centraux il agit aujourd'hui. C'est peut-être aussi tout simplement espèce de guerre de l'information que mène Kiev. Je crois qu'il faut attendre pour avoir plus d'éléments, que ces éléments viennent par les États africains concernés ou par Moscou lui-même. Alors quelles sont les réactions côté russe? Alors, côté russe, le sommet, le forum économique de Saint-Pétersbourg a été intéressant, le discours de Poutine en particulier. Il a très clairement écarté l'option nucléaire, une nouvelle fois, en disant que la Russie n'utiliserait l'arme nucléaire que pour se défendre face à une menace nucléaire. Il a rappelé également qu'il avait 700 000 combattants russes sur le front ukrainien, donc il n'avait pas besoin de l'arme nucléaire avec une armée aussi importante. Et puis, il a aussi rappelé que la Russie, malgré le conflit, était devenue ou en passe de devenir la quatrième économie du monde. Poutine a quand même fait une annonce intéressante. Il a dit que devant les provocations occidentales qui permettent les frappes sur son territoire, prêt, en tout cas, il a menacé de livrer un certain nombre d'armes, de missiles, voire de missiles hypersoniques à des pays tiers pour renvoyer, je dirais, la balle dans le camp occidental. Et d'ailleurs, on s'est aperçu ce week-end que les Houthis avaient coulé un navire ukrainien, le Verbena, en mer Rouge, navire ukrainien qui, bien sûr, allait livrer des biens en Israël. Mais c'est un premier signal que donnent les Russes via les Houthis, dont on rappelle qu'ils ont annoncé disposer de missiles hypersoniques sans que l'on sache si c'est vrai ou pas. Oui, d'accord, ouais, c'est vrai en tout cas, c'est intéressant, on voit ce front qui se déplace. Et alors parlons un tout petit peu, de la France qui s'est engagée à livrer des Mirages. Oui, alors c'est toujours le discours tonitruant des autorités françaises sur l'aide aux Ukrainiens. On parle maintenant d'une livraison de Mirage 2000. Il faut savoir que nous n'avons que 2 escadrons de défense aérienne en France. On parle peut-être d'une demi-douzaine de Mirages, mais ce sont des vieux appareils. On ignore le nombre exact, on ignore qui seront les pilotes, s'ils seront suffisamment formés. Ce qui est important, c'est qu'on ne sait même pas s'il y aura suffisamment de missiles. Et tout ça, on ne sait pas non plus à quel délai. Il faut rappeler que nos Mirage 2000 sont des Mirages anciens qui ne peuvent pas emporter les missiles Scalp. Donc on se demande quel va être l'intérêt de cette livraison à l'armée ukrainienne, si ce n'est finalement un affichage politique. Et puis il y a un élément moi, qui m'a beaucoup, comment dire, beaucoup frappé à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement de Oui. Normandie. On a entendu Emmanuel Macron tenir des discours pour le moins étonnants. D'une part, il a traité de capitulard tous ceux qui étaient pour une négociation avec la Russie et la fin de la guerre. Et d'autre part, il s'est permis d'annoncer lors d'une conférence de presse commune avec Joe Biden que, tenez-vous bien, Washington était un partenaire fiable qui respectait l'Europe. Oui. Alors, quand on entend de tels discours, effectivement, on tombe un peu de sa chaise. Si le président français annonce que les relations n'ont jamais été aussi bonnes entre Paris et Washington, c'est clairement que la France fait très exactement ce que Washington lui demande et
aujourd'hui commande. Nous n'avons plus aucune autonomie en la matière. Et en ce jour, 18 juin, moi je pense que le général de Gaulle se retourne dans sa tombe. Et quand le président français traite ceux qui sont pour la fin de la guerre de capitulars, j'avoue qu'on serait assez tenté de le traiter de collabo, vu la manière dont nous faisons la politique américaine aujourd'hui partout dans le monde et notamment en Ukraine. Ouais, mais des points sur les i qui méritaient d'être mis. Peut-être, rapidement, parler de l'état justement, de Joe Biden dont vous parliez un petit peu et ses signes d'essoufflement et de l'autre côté, bah, le procès de son fils. Oui, alors il y a quelque chose de très intéressant. Il y a la semaine dernière un article du Wall Street Journal qui est sorti. C'est important puisque c'est le New York Stock Exchange, donc la bourse américaine, qui est la cible, en tout cas le destinataire de cet article, parce qu'on n'en avait jamais rien vu de tel auparavant, qui annonçait effectivement la maladie, les signes d'essoufflement du président Biden. Tout ça est un signal faible qu'il faut prendre en compte. La vraie question, c'est qu'on se pose aujourd'hui aux États-Unis, on s'interroge sur le fait, est-ce que Biden va pouvoir aller jusqu'au terme de son mandat? Est-ce qu'il ne va pas être, je dirais, empêché pour des questions de santé avant novembre? Les démocrates ne veulent absolument pas de Kamala Harris. Et si le président Biden devait sortir du jeu avant cette date, on n'est même pas sûr qu'il y aurait un candidat démocrate aux prochaines élections présidentielles. Donc c'est quelque chose à suivre. On sait bien que les cercles démocrates font tout pour amener Biden, y compris dans une chaise roulante, jusqu'aux élections, mais l'opinion publique américaine le voit de plus en plus. Et Ouais. puis, dernier élément, effectivement, il y a aussi les procès concernant son fils. Alors, pas les procès liés à la corruption en Ukraine et à toutes les turpitudes qu'il a fait sur place, mais uniquement à la détention d'armes à feu. Mais les républicains ripostent aux attaques qui ont lieu contre Trump pour cette occasion. Donc voilà, cette petite guerre des prétoires en Mmh. perspective des présidentielles se poursuit. Oui, c'est classique. Je rappelle, on en avait parlé pour Trump, que c'était quand même, un très gros procès pour finalement une question de ligne de budget, hein, quand on va dans le fond de l'affaire. Et peut-être juste un dernier mot, pour finir. Je ne sais pas si vous voulez parler de Pékin, avec ce qui se passe avec le G7 ou plutôt Israël-Gaza? Non, alors je crois qu'il faut, c'est intéressant de parler de ce que fait la Chine parce qu'on ne le suit pas assez, mais Pékin a décrété une nouvelle règle maritime pour accroître son contrôle sur la mer de Chine méridionale. Donc c'est en contravention totale avec le droit de la mer donc, de Montego Bay, la convention de 1982. Depuis une semaine, les gardes-côtes chinois ont le droit d'arrêter des navires qui franchissent une ligne de démarcation qu'a définie Pékin et qui englobe la quasi-totalité de la mer de Chine et qui leur permet de détenir pendant 60 jours des pêcheurs, des navires qui transiteraient par la zone. Donc, en plus de la pression sur Taïwan, c'est quelque chose d'assez préoccupant. On voit l'état de l'Occident, on voit la guerre en Ukraine, et puis on voit malheureusement aussi les Mmh. choses se tendre de manière préoccupante en Extrême-Orient. Oui, on voit, la Chine pardon qui gonfle les muscles de ce côté-là. Merci beaucoup Éric de Nessé pour, Merci ce Clémence. bel éclairage, sur la scène internationale. Je rappelle directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Merci à vous tous.